C'est la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7. On est de retour avec maintenant une question qui nous intéresse sur la partie Togo. Comment punir la délinquance scolaire? La question est sur toutes les lèvres cette semaine avec la situation d'un élève d'un lycée de Kara. C'est un élève de la classe de terminale. Il y a quelques jours, cet élève s'est permis simplement de faire une vidéo en classe pendant que le professeur faisait cours. L'élève disait se foutre de la présence du professeur. On savait qu'une suite allait être donnée à cette vidéo. La suite, elle est tombée. L'élève a été exclu de tous les établissements de la région scolaire de la Kara. Eh bien, comme si cela ne suffisait pas, toutes les autres régions scolaires du Togo ont décidé de ne pas accueillir cet élève. Pour beaucoup, c'est une sanction disproportionnée. Le directeur régional de l'éducation de la Kara est intervenu sur une radio de la place pour expliquer cette sanction qui a été prise en conseil de discipline, mais ça ne dissuade pas beaucoup qui estiment qu'elle est disproportionnée, comme si finalement cet élève a été jeté en pâture. Alors la question se pose aujourd'hui, comment punir ces genres de comportements en milieu scolaire? Mes deux invités sont avec moi, mais nous sommes rejoints sur le plateau par Akleso Nao. Il est docteur en sciences de l'éducation et de la formation. Monsieur Nao, bonjour. Bonjour Samuel. Et merci à vous d'accepter notre invitation. C'est, je le crois très bien, un sujet qui vous intéresse, cette délinquance scolaire. Mais moi, j'ai d'abord une question pour planter le décor. Quand vous suivez ce genre de comportement affiché par cet élève-là aujourd'hui, est-ce que vous vous dites que c'est des choses qui ont toujours existé dans le monde scolaire ou bien c'est une nouvelle forme de délinquance scolaire qu'on a aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas par le passé? Merci. Je dis d'abord merci à New York TV pour l'invitation et pour l'intérêt que vous portez à la question. Parce que la population a besoin d'être informée et d'être formée sur un certain nombre de questions qui nous concernent tous. La question ne concerne pas seulement le système éducatif, la question ne concerne pas seulement les enseignants, mais la question nous concerne tous, la question concerne la société togolaise. Alors donc je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de débattre de cette question. Maintenant, est-ce que c'est une nouveauté dans le système? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je dis souvent, je disais à mes élèves, je dis à mes étudiants, nous avons été aussi des élèves. Et nous avons eu des camarades, ou même nous-mêmes, nous avons eu un certain nombre de comportements. Et le doyen Nador est ici, qui est enseignant, ça fait des années, et il peut en parler. Il y a eu toujours des comportements, je vais dire, des comportements de déviance dans nos classes, dans nos établissements scolaires. La nouveauté, peut-être, c'est je vais dire, l'apparition des réseaux sociaux qui permettent maintenant à nos élèves de filmer ces comportements et de partager avec d'autres élèves. Voilà, je peux dire, c'est ça la nouveauté. Sinon, ces comportements ont toujours existé dans nos établissements scolaires qui ont été suivis par des exclusions, par des punitions, etc. Nador Aokou, vous êtes un doyen, vous êtes enseignant, vous avez connu beaucoup de cas, vous avez vous-même été élève. Moi, j'écoutais, depuis que cette histoire est apparue, j'écoute sur les plateformes, les gens disent de notre temps, il n'y avait pas ceci. Est-ce que de votre temps, il y avait ce genre de choses? Oui, comme le collègue l'a dit, ce n'est pas une nouveauté, mais peut-être pas à ce niveau d'évolution. Les réseaux sociaux, les nouveaux moyens de communication ont fait qu'il y a comme une certaine exagération. Si nous ramenons le sujet au niveau de nos familles, nous, comment on a été éduqués et comment nous aujourd'hui nous éduquons nos enfants, il y a quand même une différence. Et comme moi j'ai l'habitude de le dire, on dit assois-toi là-bas, je viens. Tant que papa ou maman qui t'a dit ça ne revient pas, tu es toujours assis là-bas. Mais aujourd'hui, quand tu sors là, lui aussi sort. Peut-être il guette et il vient encore s'asseoir en sachant que à ce moment-là, tu seras. Voilà. Non, c'est un peu
de cette façon-là qu'il faut comprendre la chose. Hein? C'est un peu de cette façon qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le mode d'éducation ou la façon dont nous comprenons le monde aujourd'hui. C'est ça tout simplement ce qui a évolué. Parce que, comme je viens de le dire, si on te dit ça on ne fait pas, en notre temps, tu ne le feras jamais. Mais aujourd'hui, quand tu dis à ton enfant ne fais pas ça, c'est d'abord ça qu'il va faire d'abord. Et peut-être pour en tirer les conséquences avant de réaliser que c'est à cause de ceci ou de cela que vous lui aviez dit de ne pas le faire. Et donc, en tant que parents d'abord, nous avons une lourde responsabilité. Et vous savez, en Afrique, les hommes jouent un grand rôle dans l'éducation des enfants, mais la grande partie du rôle, c'est d'abord nos femmes. Bien sûr. Et quand maman te dit, ne fais pas ça, si tu fais ça, si papa revient, je vais le lui dire, tu rentres dans ta coquille. Mais aujourd'hui, maintenant, il faut que nous-mêmes on s'interroge. Qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qui a fait qu'on a glissé jusque-là? Comment on doit faire? Maintenant, même si vous demandez aux gens, aux enfants là, de ne pas amener leur WhatsApp à l'école, ils l'ont quand même dans leur sac, hein, aux sorties. Maintenant, des fois, vous vous demandez, ce n'est pas vous-même qui leur avez acheté ça, hein, mais vous ne savez pas où ils ont trouvé. Vous faites comment? Mais en même temps, Ouna Niata, est-ce que ça veut dire que... parce qu'on voit qu'il y a une différence, même si la délinquance scolaire, comme on le dit, elle a toujours existé, il y a aujourd'hui une sorte de proportion qui semble être un peu plus grande qu'avant. Est-ce que c'est une banalisation, en fait, de la manière dont l'éducation est administrée aujourd'hui par rapport à comment elle était par le passé? Non, je ne crois pas. Je crois que nous n'avons pas su prendre des dispositions à temps. Notre système éducatif dans son ensemble doit subir des réformes qui tiennent compte de notre environnement socio-culturel et psychosocial et aussi de notre société qui est entièrement dynamique avec plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Donc, aujourd'hui, la situation est alarmante. La vidéo de cet enfant-là, à mon sens, c'est rien du tout par rapport à ce que je vois et qui m'inquiète. Elle est plus inquiétante. Le secteur de l'éducation vit une situation très lamentable. Et il urge qu'il y ait une assise nationale autour de la question de l'éducation, à ne pas circonscrire à l'instruction et à la formation. Bien sûr. Et donc, revoir ensemble les tests qui régissent le secteur en tenant compte, comme je le dis, de l'environnement socio-anthropologique qui est dynamique. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va interdire le WhatsApp à l'école. Non. Ça, c'est trop facile parce que nous sommes dans un monde qui a besoin, où nous travaillons avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Mais ce que disait le directeur régional de l'éducation, c'est que le téléphone est interdit à l'école. Justement, c'est là où nous ne faisons pas notre travail. Parce que nous devons réfléchir à comment commencer par enseigner à nos jeunes l'utilité des nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans quel cadre l'utiliser, comment l'utiliser. Et prendre des dispositions également en amont au niveau de notre technologique pour ne pas permettre l'accès à beaucoup de choses qui contribuent à la déviance. Ce que je dis, il en va de même pour les masses médias. Il faut un service en charge de l'éthique. La HAC est normalement supposée faire ce travail. Qui
doivent veiller à ce que vous diffusez sur vos chaînes. Les dessins animés que nos enfants suivent, les films que nos enfants suivent, nous ne cadrons rien de tout ça. TikTok. Pourquoi devons-nous être surpris de cette situation? D'accord. La consommation de la drogue est répandue dans les établissements scolaires, au collège comme au lycée. Je dis que nous vivons une situation alarmante. L'autre situation récente, c'est que vous constatez que les enfants vont à l'école en retard, par centaines. Mais attention, ils ne s'inquiètent pas. Quand ils sont en retard, ils ne s'inquiètent pas sans leur dire rien du tout. On ne presse pas les pas parce qu'on est en retard. On marche tout goguenard. Ça veut dire qu'il y a un problème par rapport à l'autorité de l'enseignant. Donc ce travail-là doit agir sur toute la chaîne. Il faut restaurer l'autorité de l'enseignant. Et quand je disais récemment dans une de mes publications, on commence l'apprentissage du respect de l'autorité de l'État par la restauration de l'autorité de l'enseignant. On va revenir un peu plus loin sur la question de l'autorité de l'enseignant, mais Monsieur Nao, il y a beaucoup qui, après avoir observé le phénomène de l'exclusion, réduisent la question à la sanction. J'ai lu beaucoup qui disent c'est parce qu'on a exclu le bâton de l'école qu'aujourd'hui on observe tout ça. Et donc de notre temps, il y avait beaucoup de bâtons, vous étiez chicoté pour un oui ou pour un non, et donc on se redressait. Vous confirmez? Je ne confirme pas. Je crois que le vrai problème, c'est que la plupart des enseignants ont été habitués avec le bâton. Or, je pense que aller au bâton, c'est aller trop vite en besogne. Et c'est se débarrasser de sa responsabilité d'éducateur. Parce que être enseignant, on l'oublie souvent, c'est être éducateur. Le rôle de l'école, c'est de former les citoyens de la République. C'est l'école de la République. Alors, souvent je donne un exemple. Je dis souvent, je suis jeune, les doyens sont là, mais je me rappelle que quand moi j'étais encore à l'école primaire et au début du collège, je parle des années 90, à midi, de midi à 14h30, à Lomé, du moins puisque moi j'étais à Lomé, je ne sais pas pour le reste du pays, mais à Lomé, ce que nous appelons communément les choumeka, les cordonniers ambulants, devaient arrêter de taper sur leur boîte. Les moulins arrêtaient de travailler. Les bars arrêtaient de travailler. Je me rappelle encore. On ne pouvait pas aller au moulin. On revenait de l'école, on ne pouvait pas aller au moulin. On doit attendre 14h30. Tout le monde fermait. Les bars, bon, les églises, en ce moment, il n'y avait pas encore d'église. Mais tout à coup, regardez aujourd'hui, le respect des feux tricolores, le port du casque. Parce que c'était lié à la violence, entre guillemets. Parce qu'on avait peur des sanctions. Dès que les sanctions disparaissent, donc la règle aussi, le respect de la règle disparaît. Or, je me dis, si les gens avaient compris pourquoi il y avait ces interdictions, même si la sanction disparaît, parce qu'on a compris, on va agir. Je vais donner un exemple, c'est une histoire que j'ai vécue. J'étais en stage dans un centre de prise en charge des enfants que nous appelons les enfants de la rue, les délinquants du marché. Et un de nos enfants, c'était au centre Don Bosco Kara. Un de nos enfants disparaît pendant 3 jours. Bon, c'est un centre ouvert, ils vont et viennent. Et après, nous apprenons qu'il est au commissariat de la ville de Kara. C'était en 2007. Et nous arrivons au commissariat avec l'éducateur. Et voilà, on nous dit que voilà, il a été pris en flagrant délit de vol au marché dans une boutique de vente de téléphones portables. Et il a été incarcéré. Pendant 3 jours, les policiers fessaient, vous comprenez ce que je veux dire, correctement le jeune, il n'a versé aucune larme. Et il a toujours nié avoir pris ce téléphone portable.
Alors, dès que nous sommes arrivés, on s'est présenté. Alors, connaissant le centre, les policiers rapidement, ils l'ont fait sortir de la cellule. Dès que le jeune garçon qui avait entre 12, 13, 14 ans, Tchasso, nous a vu, l'éducateur et moi, il a baissé la tête, il a commencé par pleurer. Les agents de police étaient surpris, ils nous regardaient, mais ils ne comprenaient rien. Pendant 3 jours, le jeune là, ils l'ont fessé correctement, il n'a versé aucune larme et il a toujours nié avoir pris le téléphone. Bon, je dis, bon, c'est un jeune de notre centre, nous allons le prendre en charge. Donc, il dit, il faut que le plaignant retire la plainte d'abord pour qu'on puisse... On a discuté avec le plaignant pour ne pas perdre le temps, je ne vais pas dans les détails. Nous retournons au centre, le jeune revient. Je ne lui ai posé aucune question. Je l'ai laissé 1 jour, 2 jours. Après, un après-midi, je le prends. Je dis, bon, tu as sorti, maintenant raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? En détail, il m'a dit ce qui s'est passé. Il dit, bon, où se trouve le téléphone? Il va dans sa chambre, que les policiers étaient en temps venus fouiller, dans leur dortoir, pas sa chambre. Il prend le téléphone, il vient me remettre. Pendant 3 jours, il a été fessé. Oui. Mais parce qu'il a vu un éducateur en qui il a confiance et devant qui, déjà, il a honte parce qu'on lui dit toujours, il ne faut pas faire ceci, ce n'est pas bien, il y a une autre réaction. Donc, ce n'est pas forcément le bâton qui va éduquer. Mais je ne dis pas qu'il faut laisser la punition. Il n'y a pas, je dis souvent à mes étudiants, il n'y a pas d'éducation sans discipline. Il n'y a pas d'éducation sans discipline. Maintenant, comment instaurer la discipline? Et quel type de discipline? C'est ça la question. Est-ce que le doyen a un avis sur cela? Pour vous, vous êtes catégorique pour dire non, c'est parce que le bâton n'existe plus qu'on assiste à ces déviances, ou bien vous pensez qu'aujourd'hui, il faut comprendre l'évolution sociale et instaurer des formes alternatives de sanctions pour restaurer justement cette autorité qu'on ne voit non, plus? Je crois qu'il a bien chuté. Hein. On dit souvent que quand vous donnez de la carotte, il faut qu'à côté, il y ait aussi du bâton. On ne va pas, normalement, on ne doit pas supprimer totalement le bâton. Mais, comme il le dit, comment l'utiliser? C'est tout le problème. Parce que, moi, je connais des parents qui viennent à l'école tenant la main de leur enfant. C'est mon enfant à moi. S'il fait ça, il faut le chicoter. Mais l'autorité dit, ne le faites pas. Mais le parent dit, parce que nous, en notre temps, quand on dit, tu as fait quelque chose, dit, mais aujourd'hui, quand on te dit, on va t'amener chez l'enseignant, là, pour toi, c'est rien. Et donc, là où il a chuté, et comme le collègue l'a dit, il faut trouver la bonne formule. Et ça va être très, très, très délicat. Très, très délicat, mais bon, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer et on verra. Sinon, le monde de demain, là, personne ne saura ce que ça va être. Personne ne saura ce que ça va être. Et c'est pour ça que si nous pouvons essayer, il faut le faire. Je suis souvent heureux quand je constate que certains de nos petits frères écrivent des bouquins sur ces genres de choses. Ils font des publications. Oui, c'est vrai qu'on dit généralement que nous ne lisons pas trop en Afrique, mais ce ne sont pas des bouquins assez volumineux. Donc, des trucs comme ça. Il faut que les parents aussi fassent l'effort de s'acheter ces bouquins-là, les lire, et qu'ils apprennent un peu de ce que ces bouquins-là disent pour voir comment manager leurs enfants à la maison, et puis, etc., etc. Et nous-mêmes, en tant qu'enseignants, nous avons besoin aussi d'avoir ces documents-là pour voir quand tel cas se pose, quelle doit être ma conduite, mon attitude. Et ça, c'est un apprentissage perpétuel qui doit nous permettre, comme il l'a dit,
de former le bon citoyen de demain. Dans le cas qui nous préoccupe de cet élève du lycée de Kara, la sanction, ça a été l'exclusion. Elle vous semble excessive? C'est vrai, tout le monde, on a ramené le pédigré de l'enfant, c'est pas non plus un modèle d'élève, mais c'est pas ça. On a vu une vidéo, et puis l'enfant est exclu, quel que soit ce qu'il a fait par le passé. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de dire que lui là, pour cette année scolaire, l'école ne peut plus le redresser? Non, moi je vais poser la question autrement. En tant que parent, et votre enfant qui commet un acte aussi grave, seriez-vous prêt à le chasser de la maison? Et en le chassant de la maison, vous le redressez pour qu'il soit ce que vous voulez, le modèle que vous voulez, ou bien vous le jetez en pâture? C'est la question que je pose. Et que chacun réponde. Je dis, nous devons savoir prendre nos responsabilités et utiliser les facteurs qu'il faut. Vous savez, je suis très content d'écouter à côté un spécialiste de l'éducation. Nous avons besoin davantage de personnes outillées en psychologie de l'éducation. Parce que quand on parle des antécédents de l'enfant, mais quand on a constaté ces antécédents, quel travail a été fait sur cet enfant-là? Il est quand même en terminale aujourd'hui. Quel travail a été fait sur cet enfant-là pour corriger ses antécédents? C'est parce qu'aucun travail n'est fait, que ce soit au niveau de l'école ou que ce soit au niveau de la famille, ou d'après moi, il a d'ailleurs un environnement familial qui ne lui est même pas favorable, qui n'est pas favorable à son éducation. Qu'est-ce que la société a fait pour redresser et non enfoncer? Je le dis, on dit qu'il a fait la prison. Je dis, malheureusement, nous n'avons plus de prison. Nous avons des centres de formation de délinquants. Parce que quelqu'un qui va en prison aujourd'hui avec un crime mineur en ressort, et quand il sort, il ressort prison, diplômé. Il devient un expert. Un expert. Donc, il y a des questions, ce sont des questions sociologiques, psychologiques, sur lesquelles nous devons nous retrouver pour élaborer la manière dont nous devons gérer ces questions pour atteindre de bons résultats. Je ne vais pas tout de suite parler uniquement. Il n'y avait pas que le bâton comme punition. On pouvait sarcler également. Voilà, donc on pouvait sarcler et l'enfant retenait quelque chose quand même. Il apprenait quand même à sarcler sa maison de bain. Donc, il faut qu'on trouve une meilleure formule. Je doute qu'on ait pris la bonne option. Et même toute la communication actuelle autour de cette question est une façon de créer un traumatisme chez ce garçon. Et le sentiment de rejet de la société peut entraîner autre chose. Donc quand on est éducateur, on doit se positionner. Nous sommes tous parents. Donc avant de décider, nous devons nous dire, nous sommes d'abord parents. Et prendre l'élève là comme notre enfant. C'est l'enfant de la société. Nous devons le redresser. Il ne doit pas constituer une menace pour des gens demain. Ils sont nombreux, je dis, ça fait peur. Si nous n'arrêtons pas pour réformer le secteur, prendre des mesures pour redresser ces nombreux enfants, nous serons en insécurité demain. Oroda Niata a évoqué quand même une question tout à l'heure, j'ai dit qu'on y reviendra, c'est la question de l'autorité de l'enseignant. Moi, j'observe très bien la vidéo que le garçon a fait. Il était tout au fond derrière, on voyait l'enseignant très loin devant. Je n'ai pas eu l'impression d'un enseignant qui maîtrisait sa classe. Je le dis parce que moi-même j'enseigne. Je ne dis pas que c'est sa faute, non. On connaît aussi nos classes aujourd'hui avec le pléthore, l'effectif qu'on a. Est-ce que tout ça aussi ne participe pas un peu à effriter l'autorité de l'enseignant dans les classes? Oui, je crois que d'abord c'est un problème qui a plusieurs, je vais dire, ramifications. Parce que
jusque-là, j'ai l'impression qu'on prend le problème sous un seul angle. L'enseignant est le maître de sa classe. Mais pour que l'enseignant soit maître de sa classe, il faut des conditions. Oui. Est-ce que les conditions étaient réunies? Je ne sais pas quel est l'effectif de cette classe. Je ne sais pas quel est l'effectif de cette classe. Et maintenant, c'est une vidéo que nous avons vue sur les réseaux sociaux. Maintenant, comment il s'est positionné pour prendre la vidéo? Est-ce que l'enseignant pouvait le voir? Parce que même si il baisse sa voix avec le volume, on peut entendre qu'il criait, mais au fond, il ne criait pas. Donc, il y a plusieurs aspects de la question, mais le point sur lequel je peux mettre l'accent, c'est est-ce que les conditions de la classe étaient réunies pour que l'enseignant soit maître de sa classe. Parce qu'il y a des établissements, il n'y a même pas d'aller pour que l'enseignant puisse aller au fond. Oui. L'enseignant ne peut même pas aller au fond pour interroger chaque élève. Alors, dans ce cas, peut-être pour revenir à ce que le doyen a dit, dans ce cas, connaissant l'antécédent de cet élève-là, qu'est-ce que l'établissement a fait pour pouvoir accompagner cet élève? Qu'est-ce que l'établissement a fait pour pouvoir accompagner cet élève? Normalement, les enseignants qui passent dans la classe devaient savoir que j'ai dans ma classe un élève qui a tel comportement. Et donc, je dois, en tant qu'enseignant, avoir cet enfant à l'œil. Mais si je ne sais pas, je me retrouve devant. Souvent, je dis, quand je forme mes étudiants, je leur dis, il y a beaucoup de choses que le système éducatif nous demande en tant qu'enseignants et que nous faisons sans savoir pourquoi nous le faisons. Beaucoup d'enseignants ne savent pas pourquoi le premier jour de la rentrée, c'est la prise de contact, où les élèves doivent se présenter. L'enseignant se présente, les élèves se présentent. C'est pour que l'enseignant puisse savoir qui j'ai en face de moi. Par exemple, on ne peut pas avoir toutes les informations le jour-là, mais au moins je sais, c'est un redoublant, il a fait tel établissement avant de venir dans notre établissement. Moi, quand je pose la question, quand j'étais encore au lycée, quand je pose la question, je dis, pourquoi tu as quitté tel établissement? Je pose la question. Parce que c'est important pour moi. Est-ce que c'est parce qu'il a été renvoyé? Est-ce que c'est parce que les parents ont déménagé, etc. Donc, maintenant, en dehors de la classe, les récréations, l'enseignant est avec. Il faut être là. C'est le mot que j'utilise. La présence. L'enseignant est avec les apprenants, on blague, on discute, mais l'objectif est de mieux connaître ces élèves-là pour pouvoir les accompagner. C'est le mot, accompagnement. Et par rapport à la sanction, bon, il est exclu. Et après. C'est pourquoi au départ, j'ai dit, le rôle de l'école, c'est de former les citoyens. Alors, en l'excluant, quels citoyens on forme? Peut-être il va revenir l'année prochaine, d'accord. Justement, sur cet aspect, vous l'avez évoqué, moi ça m'intéresse quand on dit le rôle de l'école de l'éducation, c'est de former des citoyens. Est-ce que quand vous regardez aujourd'hui ce que nous faisons dans nos pays, on parle du système éducatif, du système scolaire, est-ce que nous formons des citoyens ou nous instruisons juste des gens, on leur donne juste des connaissances aujourd'hui? La problématique reste entière. Bon, oui, mais sur le coup, ce qu'on peut dire, c'est que nous instruisons, nous ne formons pas. Je dis souvent, les enseignants doivent devenir des éducateurs. Voilà. Nous restons enseignants. Le doyen est là, nous sommes sur... J'étais enseignant de philo au lycée, donc il est enseignant de philo. Nous sommes sur plusieurs plateformes d'enseignants de philosophie. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les plateformes. Les enseignants, à mon sens, ont baissé les bras. Vous écoutez les collègues qui disent, comment on ne peut plus taper les élèves, moi je ne veux pas de problème, donc je fais mon cours et je m'en vais. On n'est pas là, je suis désolé de le dire. C'est vrai qu'il y a les conditions, etc. Je suis d'accord. Mais on n'est pas là pour donner son cours et partir. Nous sommes là pour former des citoyens. L'école transmet des valeurs, explicitement et implicitement. Et l'enseignant doit s'en rendre compte pour savoir quelles sont les valeurs que je transmets à mes élèves. Est-ce que j'aurai le courage
de rencontrer mes élèves demain dans la rue, comme voisin, comme président de la République, comme ministre, il faut parfois se poser cette question. Par exemple, un exemple qui me vient en tête, que mes amis médecins m'excusent, nous formons des médecins, d'accord, mais quel type de médecins nous formons? Des gens qui savent juste diagnostiquer des maladies et soigner, sans morale. Alors, ça, la connaissance qu'il a, il peut l'utiliser pour faire tout ce qu'il veut, pour faire des avortements, pour faire ceci, même pour fabriquer, je le dis comme ça, des cocktails qu'il peut injecter quelqu'un pour le tuer. Alors, quel type donc quand je dis citoyen, de médecins nous formons? Quel type d'enseignants nous formons? Des gens qui vont dire 1 plus 1, je suis mathématicien, 1 plus 1 égale 2. L'enfant a appris 1 plus 1 égale 2, mais à quoi ça me sert 1 plus 1 égale 2? Quand je suis enseignant de SVT, je viens enseigner la reproduction. J'enseigne juste scientifiquement la reproduction, mais et après, tout ce qui tourne autour, je peux ouvrir des brèches pour parler de... Je suis devant des adolescents, ce que ça voudrait dire. Par exemple, je suis en train d'enseigner l'appareil génital. Maintenant, reproducteur. Je fais un clin d'œil à une éducation sexuelle. Pour former des citoyens responsables. Parfois, on oublie ça. On vient juste, quand je vais enseigner, je suis professeur d'histoire, je viens enseigner la Première Guerre mondiale. D'accord, j'ai enseigné la guerre. Maintenant, il y a les conséquences. Maintenant, comment prévenir les guerres? Comment prévenir la violence? Je peux ouvrir des brèches vers là. C'est mon rôle d'enseignant. Je ne vais pas rester seulement dans la transmission du savoir, puisque nous disons que l'éducation, il faut transmettre des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Souvent, nous transmettons des savoirs, des savoir-faire, mais les savoir-être, nous les oublions. Nous les oublions carrément. À sa décharge, il se dit que il a aussi un calendrier, il doit atteindre... Et il y a un programme à suivre. C'est pas, il y a plusieurs les conditions. Donc, nous revenons à la question des assises. Des assises qui ont été annoncées, je veux dire, encore par le chef de l'État, que Ouna Niatta souffre, que je le dise, dans un discours, le président de la République a promis les assises de l'éducation et de la santé. On attend toujours. Une commission. Non, moi, je crois que tout son développement nous a instruits. Et je crois que les téléspectateurs l'ont suivi et doivent faire l'effort de l'intégrer en tant que parents, en tant que responsables, enseignants et tout ça, dans leur façon de procéder pour que nos apprenants puissent devenir des citoyens responsables de demain. C'est important. Oui, on peut aller à des assises et prendre de bonnes résolutions. Mais quand courageusement on ne les met pas en application, le mal qu'on veut guérir, on n'arrivera jamais à le guérir. 1. 2. Quand vous prenez des résolutions, il faut aussi des mesures d'accompagnement. Quand je dis mesures d'accompagnement, ce n'est pas forcément l'argent. La formation, le recyclage, la mise à niveau des enseignants. De temps en temps, il faut leur dire sur tel sujet, comme il a dit, voilà la conduite que vous devez tenir, etc., etc. Ça aussi, quand vous voulez les rassembler par région ou par préfecture, ça nécessite quand même un coût. Mais il faut faire l'effort là. Mais vous savez que c'est vrai que le ministre actuel fait l'effort d'ouvrir des centres de formation d'enseignants. Mais il y a 15 ou 20 ans, vous sortez de l'université, on vous recrute, on vous met sur le terrain. Vous vous débrouillez vous-même. Et bien, dans ce cas, ce qu'il a dit, on transmet la connaissance. Le savoir, le savoir-faire. Le savoir-faire et le savoir-être. Est-ce que vous le savez? Vous allez vous limiter seulement au premier niveau. Je suis là pour vous donner le savoir. C'est tout. Le reste, non. Parce que vous-même, vous n'en avez pas bénéficié pour en prendre la mesure. Et c'est pour ça, et comme vous l'aviez dit, que c'est vrai, on demande tellement à nos dirigeants que je ne sais pas par où ils peuvent commencer. C'est eux qui ont voulu dire. Mais c'est notre devoir de temps en temps, sur un certain nombre de sujets, de les interpeller pour dire que vous avez besoin, sur tel sujet-là,
de faire ceci ou de faire cela, etc. etc. Peut-être que ça va réveiller leur conscience. Mais je ne crois pas que dans notre pays, ici, il n'y a pas d'expertise dans chacun de ces domaines-là. Il y en a. Si on veut les mettre à profit, vous allez voir qu'on sera nous-mêmes surpris que ces gens-là existent et qu'on ne les met pas à profit. Et donc, je crois que, encore une interpellation, et je l'ai dit, mais je le répète encore, le chef de l'État, c'est lui qui donne l'instruction au gouvernement. C'est vrai qu'il y a une feuille gouvernementale, mais à des moments donnés sur un certain nombre de sujets, il instruit le chef de gouvernement, qui instruit à son tour le ministre concerné, pour que tel, sur le sujet que nous débattons là, quelle a été la position du gouvernement? Quelle a été la position du gouvernement? Peut-être que le gouvernement a une position, mais qu'il n'a pas communiqué. Mais, telles que les interpellations sont faites là, on doit revoir le sujet, replancher là-dessus pour dire, on fait comment? Oui, il n'a pas bien fait, on doit le sanctionner, on l'a sanctionné. Mais ce que nous voulons corriger, est-ce que ça sera fait? Si ça ne sera pas fait, peut-être, moi je le dis comme ça, peut-être qu'on peut autoriser son inscription dans une région et dire, suivez-le. Bah là, toutes les régions ont refusé. Suivez-le, et on le suit, et on va voir tout au long de l'année si son comportement va changer ou non. Parce que des fois aussi, ce jeune homme-là peut aller au bac et réussir. Ou bien il va y aller, et comme il ne peut pas y aller, l'année prochaine, il ne va plus réussir. Et c'est fini. Son bac va s'arrêter comme ça. Et peut-être demain, il va... Et des fois, le proviseur ou le conseil de discipline qui a siégé, tout ça là, il les connaît. Vous ne pouvez pas imaginer le complot qu'il peut supposer. Il peut... Non. Oui. Parce qu'il constatera que, même s'il se reproche des choses, il constatera que, bon, c'est eux qui ont fait que le sort qu'il vit là, il le vit. Et puis voilà. Et c'est pour ça que ce que les collègues ont dit, il faut voir le côté moral de la chose, le côté humain de la chose, avant de prendre la décision. Alors, mais là, quand on a dit ça, Ouna Niatta, j'espère pouvoir réussir à faire un tour de table encore. J'ai encore moins d'une dizaine de minutes sur ça. Comment on punit la délinquance scolaire, selon vous? Oui, on ne l'a pas encore défini. C'est ce que nous devons définir dans la délinquance scolaire, l'assise nationale que je souhaite vivement. Parce qu'il faut définir et encadrer par des tests. Pour que la punition ne s'apparente pas à la maltraitance. Pour que l'instauration de la discipline soit cadrée et qu'il ne s'apparente pas à de la maltraitance. Vous savez, si les gens ne sont pas, si ce n'est pas cadré, peut-être un enseignant par exemple qui quitte chez lui avec ses problèmes sur le plan conjugal ou autre, peut venir déverser ça sur l'élève. On ne punit pas dans la colère, on punit pour transformer. Et donc il faut créer les conditions de la punition en tenant compte de nos réalités. Ça c'est très important, en tenant compte de nos réalités. Et quand je prends nos réalités psychosociales, je ne crois pas que dans ces réalités-là, on puisse exclure totalement le bâton. Non. Demain, nous voulons des enfants, des jeunes qui puissent bien servir le pays dans la discipline, dans le respect, avec des comportements civiques, des comportements responsables. Il faut les former dans ce sens-là. Et je voudrais ajouter, je pense que c'est ma dernière intervention, peut-être, les enfants nous suivent. Il faut qu'ils comprennent que nous n'allons pas les laisser errer. Il ne faut pas qu'ils considèrent que c'est parce qu'aujourd'hui, des enseignants sont punis, des enseignants sont exclus, qu'ils vont impunément leur manquer de respect. Et je crois même qu'en attendant les tests et les règles, qu'ils se mettent en tête que le bâton peut revenir en force, parce que nous n'allons pas les laisser faire ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont nos enfants.
Ils sont nos petits frères et nous voulons avoir parmi eux des militaires responsables, prêts à défendre la République. Nous voulons avoir des médecins responsables. Nous voulons avoir des gens de tous les secteurs, des enseignants d'ailleurs responsables qui puissent encadrer les autres enfants qui viennent. Ce qui se passe actuellement est inquiétant, c'est alarmant et il faut qu'on le règle. Docteur Nao, j'ai une image qui me vient en tête. Moi, je me rappelle quand on était encore primaire, collège et tout, lorsque vous passez, vous allez à l'école, il y a un autre établissement où on monte le drapeau, vous vous arrêtez. Aujourd'hui, ce comportement, il est resté. Même à moto, vous voyez le drapeau qui monte, vous vous arrêtez. Mais vous voyez les élèves qui continuent pas à marcher et tout. Moi, je me questionne, c'est quoi? On n'enseigne plus ces choses ou quoi? Du coup, je regarde, moi, je me dis, ça aussi, c'est une forme de délinquance scolaire. Et quand je mets tout ça dans le même panier, vous qui êtes éducateur et tout, comment on sanctionne, comment on punit tout ça pour, ne pas donner l'impression de maltraitance, mais non, ne pas non plus être dans le laxisme? D'abord, je reviens à ce que j'ai dit au départ. L'école, c'est l'école de la République. Et le rôle de l'école, c'est de former les citoyens, de transmettre les valeurs républicaines. Maintenant, il y a aussi parfois dans nos sociétés un déphasage entre la société, mais ce qui se fait dans la société et ce qui se fait à l'école. Si l'exemple que vous venez de donner, moi je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, quand c'est l'heure de monter le drapeau et on siffle, même ceux qui passent dans la rue s'arrêtent. Ce n'est pas seulement à l'intérieur de l'établissement. Ceux qui passent dans la rue à moto, etc., s'arrêtent. J'ai grandi au niveau de Foreva, ce qu'on appelait dans le temps commissariat de 5e arrondissement. Quand c'est la montée des couleurs au commissariat, quand on siffle, tout ce qui passe dans la rue s'arrête. Maintenant, aujourd'hui, quand on monte le drapeau, mais ceux qui sont dans la rue ne s'arrêtent pas, et vous demandez à l'élève, à l'enfant de l'école primaire de s'arrêter, il pense que ça s'arrête seulement à l'école. C'est pour l'école. Alors que ce n'est pas pour l'école qu'on le fait. L'école forme pour la société. Parfois, il y a ce déphasage que nous avons au sein de notre société. C'est quoi je dis? C'est la responsabilité de nous tous. Quand l'enfant est à l'école, il y a un certain nombre de choses que l'enseignant dit. Mais il arrive à la maison, le parent dit autre chose. Il voit autre chose à la télé. Il faut quelqu'un qui va l'aider, puisque c'est un enfant, c'est un adolescent, qui va l'aider à faire la synthèse. Parce que c'est un enfant. Mais nous n'avons pas, malheureusement, ces mécanismes. Je donne un exemple. Déjà, au CE1, on enseigne les maladies microbiennes, les maladies, parasitaires, les maladies sexuellement transmissibles. CE1. Donc, les maladies sexuellement transmissibles, le sida, etc., pour se protéger, je dois l'abstinence et la fidélité. Ça s'arrête là-bas. CE1. L'enfant arrive à la maison, il ne sait pas, moi, mon fils m'a demandé, les maladies sexuellement transmissibles, là, on les attrape comment? On sait que les autres, c'est les microbes. Comment? L'enseignant n'a pas pu expliquer ça à l'école. Le parent doit l'expliquer. Même si il faut l'adapter à son âge, il faut l'expliquer. Quand on parle de l'abstinence, puisque c'est ce qu'il a écrit dans son cahier, c'est quoi? Ce 1. On va dire, le parent dit non, il n'est pas encore grand. Oh, pourquoi tu poses ces questions-là? Toi, tu n'es pas encore grand. À longtemps, les enfants ne parlent pas de ça. Mais il va aller poser la question à ses camarades à l'école. Et ses camarades vont lui dire, puisque toutes les fois qu'il a posé la question, vous l'avez renvoyé, il ne viendra plus vers vous. Mais c'est ce que les camarades ou ce qu'il a écouté sur TikTok, etc., qu'il garde. Aujourd'hui, même dans les dessins animés, M. Niata en a parlé, il y a déjà des gemmes de cette homosexualité. Oui, bien sûr, qui ont été glissés dans les feuilletons. Et les enfants regardent ça. Il y a un dessin animé qui passe, souvent je crois que c'est La Famille Loud, où il y a un petit garçon qui a deux papas. D'abord, il est un enfant noir et il a deux papas qui sont blancs. Mon garçon, ce un me pose la question. Pourquoi lui, il a deux papas? Les autres ont papa et maman. Pourquoi lui, il a deux papas? Il faut savoir lui expliquer ça.
Pourquoi ses parents sont blancs et lui, il est noir? Mais non, tais-toi, pourquoi tu poses ces questions? Et aussi, il faudrait que nous, les parents, nous ayons le temps. Malheureusement, le monde moderne ne nous permet pas. Moi, je ne regarde plus de films. Je suis obligé de regarder les dessins animés avec eux. Même la vidéo de l'enfant là, je leur ai présenté la vidéo. Le plus grand est en 6e, je leur ai présenté la vidéo. Maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce qu'il a fait là pendant le cours, pendant que l'enseignant enseigne, c'est bon? Est-ce qu'il faut le faire? Voilà. Il faut donner la parole à l'enfant. Il faut donner la parole et lui expliquer les choses. Voilà. Maintenant, pour sanctionner, je crois qu'il faudrait que nous comprenions en tant que parents et enseignants que punir, c'est corriger. Punir, ce n'est pas faire mal. Punir, c'est corriger. Alors, la question que nous devons nous poser, est-ce que ma punition corrige? Monsieur Nador, en quelques mots, il y a aussi un acteur dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les parents. Quel rôle vous les voyez rapidement jouer dans cette forme de punition corrective de la délinquance scolaire? Non, je crois que Nao a tout dit. Moi, je ne ferai que le répéter. Vous savez, en tant que parents, nous devons faire ce qu'il vient de dire. Dialoguer avec nos enfants. C'est vrai que ce n'est pas une culture africaine. Mais maintenant que les choses évoluent, comme dira quelqu'un, nous devons apprendre à nous adapter à l'évolution pour faire ce pas-là. Maintenant, si nous le faisons, il ne faut pas le faire parce qu'il faut le faire. Il faut le faire de la meilleure des façons possibles pour pouvoir avoir le résultat que vous recherchez. Maintenant, si ce n'est pas comme ça, vous avez envie de faire quelque chose de correct, mais vous allez plutôt créer une faille qui va conduire l'enfant à cette dérive-là, et puis après, c'est vous-même qui allez regretter, et quelqu'un d'autre vous dira, ah, c'est toi-même qui l'as voulu, gère ça. Mais pour dire que je remercie mes co-débatteurs parce qu'ils ont évoqué des arguments assez solides et assez instructifs et qui permettront à nos téléspectateurs, aux parents que nous sommes, aux enseignants que nous sommes, aux apprenants que nous sommes, de tirer des leçons de cette émission-là pour que ce qui est arrivé là n'arrive plus, mais que ceux qui ont pris la décision aussi voient dans quelle mesure demain s'ils peuvent corriger ou non, faire quelque chose. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Ournanyata, Aokunador et Aklesonao d'être passés dans cette émission. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Je vous retrouve le samedi prochain.